Merci, Marie, pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être de retour ici dans cette salle 20 où j'ai passé de nombreuses heures. Il m'a fallu à peu près 1 heure pour pouvoir revenir. J'avais besoin de me rafraîchir un petit peu les idées. Je suis très heureux de diriger ce débat, ce premier débat sur le rôle du sport dans le respect des droits de l'homme. Alors, si on ne réfléchit pas à cette question de manière approfondie, l'on pourrait penser que c'est un sujet largement abordé ces 4 dernières années, alors qu'en réalité, nous allons faire quelque chose d'un petit peu différent. Et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Tout d'abord, je souhaiterais souhaiter la bienvenue à nos intervenants, mes hôtes qui sont assis à ma gauche. Tout d'abord, je devrais me présenter moi-même, Saïd Rad Al-Hussein, de l'Université de Pennsylvanie. J'ai le plaisir de vous présenter Zeina Mina, directrice du Comité international des Jeux de la francophonie. Puis, aux côtés de Zeina, l'ambassadeur François Croquette, ambassadeur chargé des droits de l'homme du gouvernement de la France. Aux côtés de François, David Grevenberg, PDG du Commonwealth Games Federation. Puis, Carl-Erik Nielsen, premier vice-président de l'UEFA. Comme je l'ai dit dès le début, le sujet peut sembler subtil, mais plutôt que de discuter de la manière dont on peut injecter des éléments des droits de l'homme dans le sport, la question que nous posons est de savoir quel est l'effet des sports sur le respect des droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme reposent sur 9 traités fondamentaux avec leurs protocoles facultatifs. Il s'agit là d'un tout un mécanisme impliquant des organes d'experts indépendants, le Conseil des droits de l'homme qui se réunit dans cette salle avec l'examen périodique universel. Puis, il y a un lien avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, puis des liens avec des mécanismes régionaux en matière de droits de l'homme et, encore une fois, un lien avec la société civile et des défenseurs sur la première ligne de front. C'est un système qui subit des coups. C'est un système qui repose sur un sentiment d'universalité. Et cette universalité est remise en question, notamment par de grands pays, par des dirigeants qui n'en sont pas convaincus et qui pensent qu'il convient d'être plus pragmatique et de privilégier le pragmatisme. Lorsque l'on pense aux droits de l'homme et au sport, au sens le plus large, si l'on devait élargir ces notions, est-ce que l'on renforce l'aspect universel du mouvement des droits de l'homme ou l'universalisation du mouvement des droits de l'homme en rapprochant les sports de ce monde, ou est-ce que l'on risque de surcharger la barque pour un système qui est déjà sous pression? Voilà le lancement de ce débat. Il y a 3 questions que je vais vous poser. Je vais commencer par la première question. Si vous me permettez cette première question, est-ce que nous avons raison de nous attendre à ce que le monde du sport puisse renforcer les droits de l'homme et le respect des droits de l'homme? Alors, je ne vais pas
cette question ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier, mais je sais que l'ambassadeur de la France a quelques opinions à ce sujet. Peut-être puis-je vous adresser cette question en premier. Alors, en fait, je vous porte bénévole. Je me porte volontaire pour vous. Thank you very much. Is this working? Okay. Thank you very much. Merci beaucoup. C'est un plaisir de partager ce panel avec des amis et des experts du sujet. Et je suis heureux que la France et la francophonie puissent intervenir sur ce qui est pour nous une priorité diplomatique. Le sport et la diplomatie peuvent faire bon ménage. Et je voudrais commencer pour répondre à la question qui nous est posée par vous donner les salutations du comité d'organisation des Jeux Olympiques de 2024, Paris 2024, pour qui cette question est au cœur de ce qui était la candidature de Paris et aujourd'hui de ce que seront les Jeux Olympiques de 2024, parce que nous avons voulu que les droits humains soient au cœur de ces Jeux Olympiques, en particulier les droits de la femme, parce que vous avez peut-être déjà vu le logo des Jeux Olympiques pour la première fois, c'est une femme. Et le comité d'organisation est particulièrement attentif à ce que ces Jeux soient les premiers qui imposent, par exemple, la parité absolue des participants et des participantes. Il y aura autant de sportives que de sportifs. De la même façon, les membres du comité d'organisation se verront appliquer une parité salariale absolue. Donc, ce sont des exemples qui montrent que, oui, le sport peut être un facteur de promotion des droits humains. J'ai parlé des droits des femmes, mais il va aussi être question, bien sûr, des droits syndicaux. Il y a une charte sociale, de l'inclusion. Il y a d'ores et déjà un partenariat avec les organisations LGBTI. Autant de facteurs grâce auxquels nous pourrons faire, je l'espère, progresser les droits humains pendant la trêve olympique à Paris. Et je pense que cette ambition peut s'appliquer à d'autres événements sportifs majeurs, comme la Coupe du monde de rugby en 2023, en France également, mais aussi à des compétitions dont on parle moins, les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar, ou d'autres dans le monde avec lesquels nous pouvons ensemble progresser sur le front des droits humains. François, by implication, what you're saying, François, ce que vous dites en réalité, c'est que dans des pays qui ont une approche aux droits de l'homme qui est largement conforme à la manière dont la communauté des droits de l'homme aime examiner la question, l'on peut constater des progrès. Alors, je me tourne vers David ou Zena, qui travaillent avec de nombreux pays aux quatre coins du monde, où il peut y avoir des défis, des difficultés qu'on n'a peut-être pas rencontrées, notamment dans le cadre des Jeux à Paris. Je me tourne vers Zena et David, qui pourraient peut-être évoquer leurs expériences s'agissant du sport et des pays avec lesquels ils travaillent. Allô? Bon, bonjour tout le monde. Moi, en fait, je suis en charge de l'organisation des Jeux de la francophonie. En fait, les Jeux de la francophonie, le Comité international des Jeux de la francophonie fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes des Jeux, nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes des jeunes, en fait, des Jeux qui sont très jeunes. Nous avons adhéré, en fait, nous sommes devenus un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie depuis l'édition de Niamey qui a eu lieu en 2005. Et l'Organisation internationale de la francophonie, en fait, il y a une direction qui traite des droits de l'homme, qui est plus connue au niveau des Nations Unies, donc, et qui œuvre depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans,
pour les droits de l'homme. Donc aujourd'hui, ce fut une décision du Comité international de la francophonie d'adhérer à ces droits de l'homme. Comme je dis, donc, nous sommes une organisation qui est très jeune. Nous nous déployons sur 88 États et gouvernements membres de la francophonie. Tous les 4 ans, nous avons une édition. Nous portons sur des concours culturels ainsi que des épreuves sportives. Donc, nous ne sommes pas un méga événement, mais nous sommes quand même un événement qui rassemble plus de 4000 personnes dans le pays organisé. Donc, nous sommes actuellement, nous allons organiser en 2021 les Jeux à Kinshasa, en RDC. Donc, c'est un grand défi pour l'organisation. Les délais sont très courts. Nous avons 2 ans presque, nous avons eu 2 ans en fait la phase de préparation pour répondre à des critères des fédérations internationales quand même. Donc, les Jeux sont sous l'égide des fédérations internationales. Donc, nous sommes tenus de respecter les chartes, nous sommes tenus de respecter tous les règlements des fédérations internationales. Il y a beaucoup de travail. La République démocratique du Congo a voulu organiser ces Jeux. Donc, ils ont répondu à un appel candidature tout en sachant que c'est une tâche très, très difficile dans un pays où il y a beaucoup de lacunes au niveau des infrastructures, au niveau des ressources humaines également qui organisent. Donc, aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé d'une diplomatie. Peut-être ça fut un choix de mettre en place une diplomatie qui est basée sur le développement du sport. C'est une manière pour mettre en exergue la RDC, de changer peut-être une image, une visibilité au niveau de l'international. Et ce fut le choix des Jeux de la francophonie, une opportunité de vraiment pouvoir changer une image qui est véhiculée au niveau international, au niveau de l'organisation. Donc c'est un défi pour eux, un savoir-faire à mettre en place. Je vais faire une introduction un tout petit peu des jeux parce que pas et des jeux. David, you've heard. David, vous avez entendu Zeina. Est-ce que vous faites plus ou moins les mêmes expériences dans la région du Commonwealth? Oui. Cela fait près de 10 ans que nous sommes dans cette aventure et que nous comprenons vraiment ce que cela signifie de mettre en œuvre la stratégie des droits de l'homme, dans un premier temps par accident, puis de manière délibérée. C'est assez semblable au mouvement sportif francophone. Le mouvement sportif du Commonwealth a des liens historiques très forts, notamment dans des cadres post-coloniaux et post-conflits. Il y a cette idée que l'humanité est vraiment au cœur de toutes nos discussions. Mais en ce qui concerne la convergence des deux mondes, est-ce que nous avons pu constater que l'on organise un grand événement sportif ou que l'on mette en place un programme de développement le plus important, et ça ne s'applique pas seulement au sport, mais également au domaine artistique, la culture, à tout autre événement comme une conférence. On a le devoir de prendre soin, de respecter et de protéger les gens avant de saisir des chances qui peuvent se présenter dans un certain contexte en raison de leur intérêt ou parce que c'est à la mode. Si l'on ne respecte pas ce devoir de prendre soin des gens, eh bien, l'on échoue avant même d'avoir commencé. Il faut bien comprendre le langage du sport. Il faut comprendre le langage des droits de l'homme. C'est tout à fait essentiel. Ce que nous avons essayé de faire sur 71 pays et territoires, c'est de comprendre la manière de penser des gens, tout d'abord. Puis, nous avons mis en place des mesures et des politiques qui reprennent un cadre universel qui met les droits de l'homme en avant dans toutes nos activités, que ce soit dans nos contrats, nos stratégies,
que nous avons mis en œuvre et fait évoluer au fil du temps. Je pense qu'une fois que l'on a jeté ces jalons, on a ensuite la possibilité d'être un vrai défenseur, un champion du changement. Et c'est ça le pouvoir du sport. Une fois que l'on a créé un environnement sûr, respectueux des droits de l'homme, on a affaire à un catalyseur essentiel qui permet de promouvoir et de renforcer les gens dans divers contextes. Merci. Je reviendrai vers vous à ce sujet. Mais avant toute chose, je voudrais céder la parole à Karl-Erik. Lorsque j'écoute les intervenants qui ont déjà parlé, j'ai le sentiment que le monde du sport reflète le monde plus général, où il y a la concurrence économique, l'esprit de marché de manière générale, où l'on a du mal à trouver de l'empathie pour ceux qui semblent ou sont laissés pour compte. Il n'est pas surprenant de voir que dans beaucoup de pays, nous voyons des troubles, des soulèvements, pas uniquement contre les gouvernements, mais contre les structures même des gouvernements. Dans le monde du sport, l'ADN même du sport, c'est la compétition. On est en compétition avec soi-même, on est en compétition avec les autres. Et tout cela contient également les germes d'une mentalité tribale, puisqu'on appartient à une communauté, à un pays. On s'identifie avec un groupe. Karl-Erik, dans le contexte de l'UEFA, vous avez été aux prises avec certains de ces effets et nous avons vu notamment des slogans racistes lors d'événements sportifs. Et vous-même avez été arbitre, vous êtes impliqué dans les jeux sportifs depuis longtemps. Comment faire en sorte de maintenir cet esprit compétitif tout en y intégrant une plus grande empathie pour l'être humain? Tout d'abord, je voudrais préciser que je suis convaincu que le sport peut avoir un effet considérable. Alors, est-ce qu'il joue un rôle essentiel? Bien entendu, le sport reflète les chances qui se présentent dans le monde plus général et les difficultés également. Que pouvons-nous faire? Je suis également président de l'Association suédoise nationale et je suis également impliqué dans mon club local. Et à ces divers niveaux, je vois qu'il y a différentes problématiques liées au sujet qui nous intéresse. Je suis assez convaincu que puisque nous pouvons avoir un effet, le sport doit jouer un rôle important, mais aujourd'hui, le rôle est différent qu'à l'époque. À l'époque, les sportifs se présentaient, l'arbitre se présentait, tout le monde jouait son rôle, mais c'était aux politiques de se charger du reste. Alors qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi présenter des solutions. Et cela signifie que les athlètes aujourd'hui doivent connaître l'environnement dans lequel ils évoluent. Les entraîneurs doivent connaître la situation dans tel ou tel pays. En Europe, les défis sont différents par rapport au Commonwealth ou d'autres régions. Mais nous sommes aussi confrontés à des défis. Il y a 2 mois, nous avons pris une décision. Nous recommandons à nos clubs et à nos associations nationales de ne pas être en lien ou d'aller jouer dans des pays où il y a des exclusions, où tout le monde n'a pas le droit de participer aux Jeux. Si on n'autorise pas les femmes à regarder un match, eh bien, on ne doit pas être présent dans ces pays-là. Et ce que nous avons fait aussi en Europe, c'est que nous avons constaté qu'il y avait aussi la question de savoir si un joueur se sent bienvenu dans un pays. Aujourd'hui, lorsqu'on soumet une candidature, il faut vraiment veiller à ce que chaque fan, chaque joueur, chaque entraîneur soit le bienvenu, sans aucune limite. Donc, il y a beaucoup de mesures à prendre. Mais vous avez parlé du racisme. Je crois que sur la durée, et je dois dire qu'il y a de nombreuses années, de nombreux kilos, j'étais arbitre.
Et nous avons ces mêmes principes au cours d'un match. J'ai l'impression que nous avons eu beaucoup d'évolutions positives au fil des années. Et depuis quelques années, les choses ont un peu changé. Alors, que pouvons-nous faire? Nous devons travailler à la prévention, sensibiliser. Et nous devons aussi prendre conscience du fait que dans un stade avec 50 000 fans, eh bien, c'est un reflet de la société de manière générale. Donc, c'est par là que nous devons commencer. Nous devons commencer à travailler avec la société à ce niveau-là. Ensuite, il y a la fidélisation. Nous devons aussi... Pardon, il faut aussi voir comment nous réagissons. Donc, il faut aussi réagir de manière ferme à certains cas. Et là, je crois que peut-être nous avons fort à faire. Question suivante. J'ai discuté d'une question avec mes collègues alors que j'étais haut commissaire il y a quelques années. Et je leur disais qu'au vu de l'accès que nous avons à la plupart des pays, à la société civile dans la plupart des pays, sur une population mondiale de 7,6 milliards de personnes, est-ce que l'on peut faire en sorte que 100 millions de personnes aillent dans la rue pour célébrer les droits de l'homme? Ce n'est pas beaucoup, 100 millions, en réalité. Et je dois dire qu'on m'a regardé... il y avait un certain vide dans le regard des personnes avec qui je parlais. Et en fait, je vois qu'il y a un potentiel, mais qu'on ne peut pas activer les gens. Et pourtant, le sport peut jouer ce rôle pour le bien. Mais tout cela nécessite un certain militantisme auprès des joueurs, auprès des organisateurs. Et j'ai vraiment le sentiment qu'ils pensent que ce n'est pas vraiment leur pain quotidien. Leur pain quotidien, c'est le sport, pas les droits de l'homme. Alors, comment changer la situation? Et la question que je pose souvent est la suivante. Quand on voit des acteurs, des joueurs qui sont des militants, eh bien, ils sont très visibles parce qu'ils sont très peu nombreux. Comment pouvons-nous encourager davantage d'entre eux à œuvrer en faveur des droits de l'homme? Zeyna, à vous la parole. Moi, j'aurais bien voulu parler des impacts aussi. En fait, c'est relié parce que tous les sujets sont reliés autour de ce sport parce qu'aujourd'hui, le sport, en fait, ce sont des métiers de sport. Donc, il y a la performance, il y a le sport pour tous, il y a les impacts sur la société, il y a la santé. Donc, qu'est-ce que rapporte cet outil sport? Aujourd'hui, nous, à travers notre organisation, nous avons l'obligation, d'introduire la notion des droits humains dans tous nos guides, de l'appliquer dans l'appel à candidature. L'appliquer dans l'appel à candidature, dans chaque section, dans les infrastructures, dans les commissions, les différentes commissions, les différents guides, introduire la notion des droits de l'homme et l'exiger pour le pays qui va candidater pour organiser les Jeux. Donc aujourd'hui, les impacts, c'est nécessairement, aujourd'hui nous, on organise en RDC, nous avons le produit qui est sportif et culturel, mais tout autour de ce produit, en fait, il y a les créations des métiers, la formation des ressources humaines, le volontarisme, le bénévolat, et donc il y a l'éducation à la masse, à l'éducation sportive, à mettre en place en marge des Jeux, ce qui se passe aujourd'hui aussi, en améliorant le système en France, en RDC, il faut mettre en place les formations de l'éducation physique et sportive parce qu'on doit toucher la masse, en fait. On doit sensibiliser tous les jeunes à ces Jeux. Donc, c'est un moyen, en fait, c'est un outil pour mettre en place la sécurité routière. Il va y avoir des transports, des déplacements. Donc aujourd'hui, on sait que la sécurité routière, c'est en RDC que c'est quelque chose. Donc c'est l'occasion de mettre en avant, de sensibiliser par des campagnes, par des sociétés qui travaillent, des ONG, donc fédérer autour de cet outil pour véhiculer toutes ces valeurs que peuvent rapporter cet outil qui est l'organisation de l'événement sportif et culturel. Voilà une réponse intelligente parce que vous avez répondu à cette question et la suivante. Mettre en place des réglementations
reconnaître que vous devez partir en campagne, ne laisser personne pour compte, c'est-à-dire que personne ne se retrouve à subir une discrimination structurelle les empêchant d'avoir accès au sport. Moi, je suggère il faut ici un certain militantisme. On a besoin de campagnes, de réglementation, mais on a besoin d'être actif, on a besoin de militer parce qu'on va avoir des forces qui vont aller à l'encontre de ce que l'on fait. François, lorsque vous prenez les prochains Jeux de Paris, et vous prenez ce qui se passe en Europe et ce que l'on voit en Europe, comment est-ce que les militants, comment est-ce que les organes sportifs doivent travailler avec les gouvernements pour être certains de ne pas avoir ce phénomène que l'on ne veut pas voir au bout du compte, que cela soit dans le milieu sportif ou autour du sport? En effet, que c'est un combat partagé entre le monde du sport et celui des défenseurs des droits de l'homme. J'ai participé à un projet il y a quelques années au Sénégal qui consistait à créer une école de foot pour des jeunes champions. Et notre idée, en soutenant ce projet à travers l'aide au développement de la France et d'autres pays, était d'utiliser le sport comme un levier, de dire à des jeunes qui rêvent légitimement de devenir un jour peut-être des champions et d'être des stars du football, on va vous aider, oui, vous pouvez y arriver, mais pour être certain d'y arriver, il faut aussi suivre une éducation, aller à l'école. Ce message, tout le monde le donne, l'UNICEF, les grandes organisations internationales. Même dans un pays comme le Sénégal, où pourtant le taux de scolarisation est relativement important, on voit qu'on n'arrive pas à toucher certaines catégories. Lorsque ce message il est donné par George Weah ou Patrick Vieira ou Zinedine Zidane, là, oui, on va toucher ces jeunes. Et cette école, aujourd'hui, forme des jeunes champions qui jouent au Paris Saint-Germain ou dans des grands clubs européens. Donc je crois que le sport peut avoir cette valeur d'exemple, que certains sportifs sont capables d'être des étincelles, des déclencheurs. Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit en répondant à votre question, c'est celui de la lutte contre l'homophobie dans le sport et en particulier dans le football. On a parlé des incidents racistes, on sait aussi que dans les stades de football, il y a des chants homophobes. Il y a un footballeur français qui a fait son coming out, qui s'appelle Vikash Dorasso, et qui a dénoncé ces pratiques depuis plusieurs années maintenant. Il a fallu que on ait les sportifs comme lui, qui soient les déclencheurs d'alerte, les lanceurs d'alerte véritablement, les gouvernements, et en l'occurrence la ministre des Sports, Roxana Marcinianu, qui a constaté ces chants dans un stade et qui a dit « moi je n'accepte pas ça ». Et les instances sportives, la Ligue de football française, mais aussi l'UEFA, la FIFA, qui avait pris une circulaire en juin dernier pour décider ensemble de lancer une campagne dans tous les stades, en France, mais ailleurs aussi, je pense que c'est le cas, et de dire, si nous entendons des chants homophobes, on arrête le match. Au début de la saison, en France, il y a 7 matchs qui ont été arrêtés en quelques jours. Et le débat a commencé. Il n'est pas fini, il implique les supporters, il implique les joueurs, il implique les réseaux sociaux. C'est un débat compliqué, mais j'ai confiance qu'ensemble, avec cette impulsion décisive donnée par des sportifs, nous allons gagner ce combat-là. So, you made a critical point here. Là, vous dites quelque chose d'essentiel. Voilà pourquoi j'essaie de cadrer la discussion de la sorte. Lorsque vous avez un joueur donné qui est soumis à une forme ou une autre d'abus et qui prend la parole avec courage, le système fait ce qu'il peut pour venir à l'appui du joueur. Les autres joueurs, eux, tweetent. Est-ce que c'est le cas en fait? Est-ce que d'autres équipes, est-ce que dans d'autres pays, d'autres équipes prennent la parole et qu'il y a une sorte de zone qui s'étend de courage parce que beaucoup se sont adressés à ou ne se sont pas adressés? Est-ce qu'on a cet effet multiplicateur? C'est-à-dire une personne
envoie un message et puis ensuite 300 le rejoignent et il y a une espèce de vague de solidarité. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas ce que vous voyez. C'est un petit peu, ça doit venir de plus haut. Pourquoi, à votre avis? Vous êtes ancien lutteur, vous avez certainement réponse à cette question. Oui, c'est effectivement quelque chose avec lequel je suis aux prises, probablement plus encore aujourd'hui que jamais. On a manqué le coche. Ce que je veux dire, c'est que si vous reprenez 1968, Black Power, droit civil, sur son badge qu'il distribuait dans le stade olympique, il y avait un message, le projet olympique des droits de l'homme, des droits de l'homme olympiques. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et là, c'est l'un des moments les plus phares de cette histoire. Si je prends maintenant notre trésor commun, notre richesse commune, la notion même de notre existence, nous sommes là pour l'équité et la liberté. C'est une lutte pour la liberté et la justesse. L'indépendance de 43 États et d'autres encore qui sont en lien avec leur histoire post-coloniale plus que d'autres, il y a dans notre nature déjà un rôle de plaidoyer. Et en tant que fédération sportive, si on veut que notre marque puisse passer le test de Soweto, puisse trouver un écho chez la prochaine génération et raisonner avec eux, il faut pouvoir les représenter, c'est-à-dire qu'il faut être pertinent sur tous les plans. Donc très souvent, on est obligé de faire face à nos vulnérabilités. Certaines sont historiques, certaines sont encore présentes, très présentes, et il y aura d'autres vulnérabilités à l'avenir. Donner aux athlètes la possibilité de faire entendre respectueusement leur voix, parce qu'on est toujours plus connecté, toujours mieux informé, c'est un droit humain, du moment où le respect est garanti. Et c'est là où le rôle de plaidoyer, l'activisme, le plaidoyer de quelqu'un, c'est la protestation de quelqu'un d'autre, toujours. Il faut laisser ouvert les portes. C'est ce que j'ai fait en 2018. Il y a eu certaines critiques de la part des médias qui disaient « Vous êtes en train de politiser le sport ». Non, en fait, on est en train d'humaniser le sport. Le sport joue un rôle unique, que cela soit sur le terrain, que cela soit au sein d'enceintes comme celle-ci, de salles comme celle-ci. Et ce rôle est de créer un environnement dans lequel on se sent en sécurité pour avoir des débats courageux, pourvu que cela se fasse dans le respect des uns et des autres. Donc, respect, c'est en termes de liberté d'expression. Dès lors que le discours devient irrespectueux ou irrévérencieux, alors il faut être très prudent, respecter nos principes et nos valeurs en tant que mouvement. Si nous ne permettons pas aux athlètes d'avoir une voix qu'ils peuvent faire entendre, que cela soit par les médias sociaux, par un discours à une tribune ou dans la zone des fans, nous n'entrons pas en lien avec eux et nous ne leur permettons pas d'avoir une identité par laquelle ils appartiennent à un mouvement. Au contraire, on les repousse. Et donc, je pense qu'il y a un effort à faire. Il faut que les athlètes aient envie de se faire militants. Il faut qu'ils veuillent avoir cette plateforme. On a besoin de créer un environnement propice pour ce faire, bien sûr, de façon constructive et respectueuse, toujours. Mais bien, donc là, vous répondez, comment faire pour éduquer? Comment faire? Parce que vous avez un sport qui est tellement chronophage pour obtenir le moindre résultat. Je sais, mes enfants, lorsqu'ils ont des compétitions, c'était manger, dormir, et sport et devoir, et quasiment rien d'autre. Comment est-ce que vous arrivez à rajouter dans un programme aussi chargé
une plus grande compréhension du fait que tout sport ou dans toute compétition, on doit ne pas perdre l'empathie pour les autres, on doit comprendre ce qui nous arrive, les droits. Lorsque vous engrangez un certain succès, vous avez une voix, vous avez un pouvoir politique que vous pouvez exercer si vous choisissez de le faire. Comment est-ce que vous intégrez cela dans un programme? Eh bien, tout d'abord, moi, mon sentiment, c'est que les athlètes sont beaucoup plus conscients de ce qui est éthique et de ce qui n'est pas éthique par rapport à leurs valeurs et par rapport aux valeurs communes. Lorsqu'il y a un débat, on boycotte pas. Si les Nations unies et le gouvernement du pays concerné disent à leur feu vert, on y va. Si les instances gouvernantes de notre sport disent on y va, alors on y sera. Parce que la présence, ça peut également changer les choses. Mais ce que nous faisons et ce que nous voyons maintenant, c'est qu'on a besoin d'éduquer les entraîneurs et les joueurs, parce que les médias vont poser ce type de questions. Et donc, il va falloir savoir répondre. Avant de participer à un tournoi, on aura besoin d'être éduqué. Avant de participer à un tournoi dans un pays où le débat sur les droits de l'homme et leur protection fait rage. Et donc, ce que nous faisons, nous, depuis notre association en Suède, c'est que nous avons conclu un accord avec des militants des droits de l'homme. Et ce sont eux qui viennent régulièrement s'adresser aux joueurs lors des réunions de joueurs en les informant, voilà, vous allez aller dans tel pays, alors sachez que ceci, cela, voici l'histoire, voici l'avenir. Et c'est un échange extrêmement précieux pour nos athlètes parce qu'ils se sentent plus à l'aise lorsqu'ils arrivent devant les médias et qu'ils doivent répondre aux questions parce qu'ils sont conscients de ce qu'il se passe autour d'eux. Et c'est un phénomène que l'on voit également de plus en plus en Europe, c'est-à-dire que de plus en plus d'associations concluent des accords avec différentes associations. Ça peut être Amnesty International, ça peut être une autre association. Et du point de vue de l'UEFA, lorsqu'il s'agit de se porter candidat pour un tournoi, on s'est mis d'accord avec le Centre des droits de l'homme et du sport. On recommande aux pays en question de se mettre en contact avec le centre en question pour veiller à respecter toutes les exigences en matière de droits de l'homme. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus conscient que par le passé. Et je dirais que les entraîneurs s'intéressent beaucoup plus qu'ils ne le faisaient par le passé, parce qu'ils font partie de ce débat. Et il y a une chose tout à fait fantastique, à mon avis, c'est qu'on était très heureux d'avoir les qualifications pour l'Euro de 20. Et on a lancé, il y a une semaine, enfin pas nous, l'entreprise a lancé un projet pour l'Euro 2020. Et c'est une charte et chaque joueur a signé cette charte en présentant exactement ce qu'il voyait en termes des droits de l'homme. Et il demande aux détaillants que la charte soit signée par chacun de ses fans, c'est-à-dire que toutes les questions qui sont énoncées sur cette charte soient signées par chacun des fans achetant achetant. Donc, c'est vraiment un nouveau monde en termes d'athlètes. C'est un nouveau monde d'athlètes avec de nouvelles perspectives. Merci. Je vais commencer en prenant un angle d'attaque philosophe, et je suis sûre que François n'y sera pas insensible étant donné qu'il est français. Ce n'est pas du tout un stéréotype. Mais comme je suis allée en 1994, j'ai lu un essai extrêmement profond sur les crimes commis dans la quête de l'utopie, c'est-à-dire qu'on réfléchissait aux luttes idéologiques du XXe siècle. Et lorsque vous prenez les sports, il y a toujours un prix. Ce qui inquiète, c'est de savoir ce que les pays, les fédérations, les gens sont prêts à faire pour acquérir le prix, pour obtenir le prix. Cela prive les gens de leurs droits. Et comment est-ce qu'on peut surmonter ce problème? Dans un premier temps, je vous ai demandé si on peut promouvoir la vision des droits de l'homme avec l'image du sport. Moi, j'avais une vision. Les rouages des droits de l'homme, c'est un petit peu comme une mule. Une mule, on ne l'arrête pas. L'âne continue d'avancer, porter le fardeau de l'humanité sur son dos à travers toutes les intempéries, à travers monts et vallées, et ne s'arrêtera jamais. Et on rajoute un chariot. C'est le monde du sport. Ce chariot, cette charrette, va transporter des biens qui va conditionner ou pas la distance. C'est-à-dire que si l'essieu
et briser sur cette charrette, ça va freiner ou ralentir ou tirer vers l'arrière la mule. Alors, dans quel état est cette charrette? Est-ce que ça va pousser la mule pour qu'elle aille de l'avant ou est-ce qu'au contraire, ça va la freiner et la tirer vers l'arrière? À force de rechercher la perfection qui n'existera peut-être jamais, donc la perfection et l'excellence dans le sport, n'y a-t-il pas une utopie qui contiendrait un ingrédient qu'on ne veut pas vraiment reconnaître? C'est-à-dire, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour une médaille, pour obtenir un championnat? Est-ce qu'on est prêt à fermer les yeux et ne pas parler à voix haute de choses qui devraient être évoquées? N'y a-t-il pas ici le germe d'une faiblesse? Ça n'est pas vraiment une question, c'est une réflexion. Est-ce que cette pensée a des failles? Ou est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de réfléchir lorsque le sport vient saper un droit de l'homme dans lequel on travaille déjà d'arrache-pied? Je pense que, vous l'avez tous dit également, je pense qu'il faut réfléchir plus profondément entre ces deux domaines. Zen, réflexion de la fin. Aujourd'hui, j'ai du mal avec le micro. C'est un sujet très diversifié, le sport, parce que on parle de performance, comme tout à l'heure je viens de dire, on parle de culture, on parle de formation, on parle de santé. C'est vrai que si on veut vraiment protéger cet outil sport, il faut qu'on le protège à différents niveaux. Et il faut qu'on pointe sur différents volets également. Parce que aujourd'hui, la médaille olympique a 18 ans. 18 ans, c'est-à-dire c'est beaucoup de stress sur l'enfant parce que la préparation commence très très tôt. Elle commence dès l'âge de 8 ans, dans des conditions qui sont difficiles. Je me pose la question, est-ce que ce sont des violations aux droits de l'enfant? Parce que c'est une volonté de la part des parents qui souhaiteraient accéder à cette médaille, ou c'est vraiment pas une volonté de la part de l'enfant de se mettre dans des situations pareilles. Donc aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Il y a un accompagnement, une culture à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, on doit commencer très tôt. On est obligé de rentrer dans un régime très sévère, très strict, pour accéder à l'excellence. Alors, qu'est-ce que c'est l'excellence? Est-ce que c'est la médaille olympique, c'est l'excellence pour certains? Est-ce que c'est la santé pour d'autres? Parce qu'aujourd'hui, comme on sait, la haute performance peut avoir des répercussions négatives, pas seulement positives, sur le moral, sur la santé. Il y a un épuisement du corps pour arriver à la médaille. Donc, et parfois, ça a des répercussions par la suite, après carrière. Donc, l'après-carrière a aussi des problèmes au niveau mental. Après avoir accédé à l'excellence, qu'est-ce qu'on fait après? Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que la santé, le sport, c'est la santé également. Mais pratiquer à un autre niveau, pratiquer avec modération, pratiquer, c'est une prévention des maladies. Il y a beaucoup de chercheurs qui se penchent aujourd'hui sur l'apport du sport sur les maladies chroniques également. Donc aujourd'hui en France, on peut récupérer des séances de sport par la sécurité sociale. On peut attribuer des séances de sport dans les maladies chroniques. Donc aujourd'hui, ce sont des questions qui se posent. Aujourd'hui, nous sommes dans un panel qui ouvre des portes à la réflexion. Donc, et aux violations, nous, on peut les protéger dans les événements en mettant des règles, en vraiment initiant les gens, en mettant en lumière tous ces problèmes. Après, je pense à toute la communauté, à toute la population d'y intégrer et de travailler ensemble pour les droits humains. That was an excellent response. Voilà une excellente réponse. Moi, je crois aussi, je pense, on a eu cette conversation depuis le début, qu'on peut réussir à faire avancer et la mule et le chariot ensemble, et peut-être que le chariot n'est pas un poids supplémentaire, au contraire, il peut être un élément déclencheur.
il faut être, je pense, très vigilant, parce que oui, et c'est un peu l'hommage du vice à la vertu, le sport peut être utilisé par des puissances, par des personnes qui ne sont pas des défenseurs des droits de l'homme, au contraire, et le débat se pose à chaque fois qu'une grande compétition est organisée dans un pays qui n'est pas exemplaire en la matière. Il s'est posé lors de l'organisation de la Coupe du monde de football en Russie. Moi, j'étais partisan du boycott jusqu'à ce que la France gagne la Coupe du monde. Mais blague à part, j'ai bien vu que quand on parlait de boycott, on n'était pas très nombreux. On était très isolés même. Et donc, il faut trouver d'autres moyens de peut-être profiter de ces événements pour faire avancer les droits humains. Je crois que la question se pose exactement dans les mêmes termes pour l'organisation de la prochaine Coupe du monde au Qatar. Et tant qu'il y a la possibilité d'engager un dialogue, de faire en sorte que les autorités de ces pays prennent des engagements précis en matière, par exemple, de respect des droits des travailleurs de la construction sur les stades, on peut faire avancer la mule et le chariot ensemble, j'espère. Parfois, il faut savoir dire non aussi. J'ai vu, c'était il y a 2 jours, qu'on a annoncé le parcours de la prochaine course automobile Paris-Dakar en Arabie Saoudite, en violation de tous les engagements que nous avons pris en matière de droits humains et de respect du climat. Et là, je pense qu'il faut savoir s'y opposer, si c'est nécessaire, si on n'obtient pas les garanties voulues. Et pour chacun de ces événements, y compris pour Paris 2024, je termine par là où j'ai commencé, la preuve de notre volonté sera dans le respect des droits humains avant, pendant et après l'événement. Et en ce sens, j'espère que nous serons à la hauteur. J'en ai la conviction, mais ce sera à vous tous de nous le dire si ces Jeux olympiques et paralympiques sont une façon de faire avancer la mule et le chariot. Thank you, François. Another excellent response. Merci François, voilà encore une excellente réponse. David, vous avez la pression, ne lâchez pas l'affaire. Thank you. I think it depends on what we want sport. Au bout du compte, je crois que tout dépend de ce que l'on veut que fasse le And sport. I think we've all subscribed On est tous d'accord, il me semble, that sport is a great legitimizer. pour dire que le sport a un fort pouvoir de légitimisation. Ça inspire, ça ne fait aucun doute, et ça peut avoir un impact. Alors, je ne sais pas combien de fois j'ai déjà repris la citation de Mandela à propos du pouvoir du sport. Africa is part of the Commonwealth. Heureusement, l'Afrique du Sud fait partie du Commonwealth. It is, no question, admired and a force for inspiration and hope. Le sport est admiré, c'est une force, cela donne et insuffle l'espoir. Le sport, les organes, les instances dirigeantes du sport, à l'heure actuelle, sont confrontés Promoting values, pas seulement au fait de devoir promouvoir des valeurs, delivering impact. We're better connected, mais better informed than ever before. de changer les choses. On est toujours mieux connectés, plus que jamais, Being just forced to, but by mieux necessity informés, for et our own relevance and resonance, need ça to devient legitimately nécessaire deliver and not harm people in the first d'apporter instance, des résultats push the dial in the second instance. And I et think, de you know, ne pas nuire aux gens. it's about our own survival and En fait, c'est une legitimacy question de as légitimité players et de survie that deliver, en tant que joueur, in our case, peace, sustainability, and prosperity. qui apporte concrètement la durabilité et la prospérité. Si vous allez à travers le monde, vous verrez que la plupart des gens cherchent le bonheur, la paix. You know, and Et that's- and quel does it in such a way, rôle pour le again, sport? that's harm-free. And I think the cart and the horse are Et la absolutely question du chariot ici et de la mule sont deux questions, l'une en lien avec l'autre. Alors, c'est pas pour vous mettre en concurrence, mais là, on a quand même 3 excellentes réponses. Donc là, la barre est haute. Allez-y. Écoutez, oui, je sens la pression. So it's no problem.
J'ai l'habitude d'être sous pression, donc ce n'est pas un problème. J'ai une rencontre avec une association au Qatar qui posait une question à un travailleur. Lui demandant, pensez-vous qu'il vaut mieux qu'on ne vienne pas ici pour jouer au foot? Eh bien, on lui a répondu, oui, vous devez venir parce que c'est une garantie d'un meilleur avenir et d'un meilleur développement pour moi et mes collègues. Lorsqu'il s'agit de débats publics dans un grand nombre de pays, on dit qu'il faut boycotter tel ou tel endroit, il ne faut pas s'y rendre. Mais sommes-nous prêts à organiser un grand événement? Non, il ne faut pas l'organiser. Si nous voulons boycotter, eh bien, nous devons lever la main et être prêts à participer à l'organisation de ces événements. Donc, je crois qu'il y a une double morale. Bon, certains disent qu'il vaut mieux avoir une double morale que n'en avoir aucune, mais je ne suis pas convaincue. Nous avons parlé également du retour social sur investissement. Alors, dans certains pays, il est vrai qu'on se dit que si l'on commence tôt, peut-être qu'on remportera une médaille d'or. Mais de nos jours, il faut parler de participation massive, de santé publique et de ces questions-là. Ce n'est pas parce qu'on a une participation massive qu'on risque d'avoir moins de médailles d'or à l'avenir, mais on risque d'avoir une meilleure société par contre. Et plus il y a une grande participation, plus on a la possibilité d'éduquer les garçons et les filles aux valeurs solides du sport. Peut-être que ces enfants peuvent grandir et devenir de bons fans, à moins qu'ils ne deviennent d'excellents joueurs. Les sports aujourd'hui, le monde du sport doit comprendre que le foot, c'est bien plus que du foot. Je souhaiterais donner à notre excellent modérateur la dernière stratégie de l'UEFA Ensemble vers le foot. Dans le pilier confiance, il y a toute une partie essentielle consacrée à la protection des personnes et des droits de l'homme. Merci de m'avoir expliqué ce cadeau, parce que sans quoi on risquerait de m'accuser d'avoir accepté un pot de vin d'un arbitre. Bon, mesdames et messieurs, les ambassadeurs, mesdames et messieurs, merci de bien vouloir applaudir cet excellent panel qui se termine.